bien. Cher Eric, chers amis, merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, Eric, tu as raison. Agen, c'est le cœur du monde mutualiste. Tu aurais même pu aller jusqu'à dire qu'Agen, c'est le cœur du monde. Mais je ne t'en veux pas. Tu es sur la bonne voie. Écoutez, j'ai la lourde tâche de commencer cette journée après 3 jours déjà très riches d'échanges, de réflexions, par une réflexion sur l'avenir du mouvement mutualiste. Je voudrais commencer peut-être par vous donner un chiffre. Il y a 177 ans, il y avait 250 000 Français qui étaient couverts par une assurance ou une société de secours mutuelle. Aujourd'hui, c'est plus de 35 millions de Français qui sont protégés par une mutuelle. C'est donc plus d'un Français sur deux. Plus d'un Français sur deux qui donc a affaire quotidiennement au mutualisme. Et pourtant, il me semble que le mutualisme est très largement absent des récits médiatiques et politiques mainstream. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, on ne peut pas ouvrir une gazette ou allumer une radio sans entendre parler de la crise des services publics, sans entendre dire que notre système de santé se dégrade, que notre hôpital public arrive à saturation, sans entendre parler des difficultés de l'éducation nationale. On ne peut pas non plus ouvrir une gazette ou simplement promener son regard autour de soi sans entendre que le capitalisme financier dévisse, broie, creuse les inégalités, et pourtant, on ne parle pas de cette troisième voie qui n'est ni le tout État, ni le tout capitalisme, qui est le mutualisme. Deuxième paradoxe. Et puis, troisième paradoxe, le mutualisme, il a une histoire et il est le produit d'un contexte, la révolution industrielle du 19e siècle. Il ne faut pas le déconnecter de son contexte. Or, nous vivons aujourd'hui, nous avons sur la table tous les ingrédients d'une nouvelle révolution industrielle. On voit à quel point le changement climatique va modifier nos manières de produire, de consommer, de nous déplacer. Et à chaque fois qu'on modifie nos manières de produire, de consommer, de nous déplacer, de nous alimenter, de nous loger, nous sommes dans une révolution industrielle. On voit bien à quel point, et ce n'est que le début, l'intelligence artificielle va changer énormément de choses dans nos entreprises, dans nos façons de travailler, dans la collaboration humain-machine, pour le meilleur, on l'espère, et peut-être aussi pour le pire. On voit bien à quel point, aujourd'hui, des empires féroces s'affrontent pour le contrôle de ressources, de technologies, d'énergie critique. Donc nous sommes bien au cœur d'une nouvelle révolution industrielle. Donc le mouvement mutualiste, il protège un Français sur deux. Il est une troisième voie entre le tout État qui est en difficulté et le tout capitalisme, le tout marché qui est lui aussi en difficulté. Et il est l'enfant d'une révolution industrielle et nous sommes dans une révolution industrielle. Donc, 3 paradoxes. On n'en parle pas assez. Il n'est pas suffisamment présent dans les récits politiques et médiatiques alors qu'il est absolument indispensable. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce matin. Donc si je commence par cette idée de troisième voie, justement, je dirais que la façon dont les inventeurs du mutualisme l'ont défini au XIXe siècle, c'est de la manière suivante. Une économie pour les 99% plutôt que pour les 1%. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu la Révolution française, on associe la Révolution française à la promesse d'égalité, à la démocratie, à l'émancipation, à la liberté. Et la Révolution française, c'est aussi l'abolition des solidarités anciennes, c'est l'abolition des corporations, et c'est, Thomas Piketty l'a montré dans ses travaux sur les inégalités au XIXe siècle, une explosion des inégalités, l'accaparement des terres, évidemment, puisque tout ce qui tenait la société, toutes les vieilles corporations, les vieilles solidarités, ont volé en éclats. Il n'y avait plus que des individus. Et donc, quand il n'y a que des individus, eh bien, c'est la loi du plus fort. Et on peut tout à fait avoir la démocratie, ou en tout cas la promesse démocratique de la Révolution française, et en même temps une explosion des inégalités. Le mutualisme, il est né dans ce contexte. Il est né dans le constat qu'au XIXe siècle, dans la révolution industrielle, les inégalités explosent. Les ouvriers sont dans de très grandes souffrances
personne ne les protège, personne ne s'occupe d'eux, parce qu'il n'existe plus les organisations traditionnelles de solidarité, de charité, qui prenaient en charge les indigents au XVIIIe, au XVIIe siècle, dans la société féodale. Et donc le mutualisme, c'est une tentative de réinventer les solidarités dans un monde industriel. Et vous voyez bien que c'est extrêmement intéressant parce qu'au XIXe siècle, l'État, il ne s'occupe pas d'économie et il ne s'occupe pas de redistribution. Même sous la Troisième République. La grande maxime de l'État sous la Troisième République, c'est laisser faire, laisser aller. On ne doit pas s'occuper de l'économie. L'État ne s'occupe que du régalien. Et le capitalisme, quant à lui, qu'est-ce que c'est le capitalisme au XIXe siècle? Qu'est-ce que c'est qu'une banque au XIXe siècle? On a oublié aujourd'hui ce que c'était qu'une banque au XIXe siècle, parce qu'aujourd'hui, on a des grandes banques universelles, on peut tous aller ouvrir un compte au Crédit Mutuel ou au Crédit Agricole. Je fais pas de... Hein, je fais très attention. Hein. Laurent Berger n'est plus là, donc, si vous voulez, au XIXe siècle, la banque ou l'assurance, c'est réservé à 1% de la population. Même pas 1%, 0,1%. Vous n'êtes bancarisé que si vous construisez des chemins de fer ou des manufactures comme les frères Pereire, grands industriels du Second Empire. Vous n'avez pas accès à la banque si vous êtes un petit entrepreneur, un commerçant, un particulier qui veut acheter une maison. Vous n'avez pas accès à la banque, vous n'avez pas accès à l'assurance, vous n'avez pas accès à la protection. Et le mutualisme, il s'est inventé dans ce vide. Ni l'État, ni le capitalisme ne protègent. Ni l'État, ni le capitalisme ne sont là pour les 99%. Et donc, il y a des hommes et des femmes courageux qui ont inventé des sociétés de secours mutuels. Et c'est très dur d'être mutualiste parce qu'il faut marcher dès le début sur 3 jambes. Il faut de l'efficacité économique pour le plus grand nombre. Moi, je le dis souvent et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les entreprises mutualistes sont d'abord des entreprises. Ce ne sont pas des ONG. Donc il faut être efficace pour le plus grand nombre. Il faut être solidaire. Et c'est une solidarité par design. Ce n'est pas une solidarité a posteriori. C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde de l'assurance, la façon dont vous dessinez vos contrats d'assurance, c'est une façon, je l'espère, il y a d'ailleurs peut-être un débat aujourd'hui là-dessus, sur la façon dont ça évolue, mais non segmentante, non discriminante, qui prend en charge les plus vulnérables, qui sont exclus de l'assurance capitaliste privée. Donc la jambe économique, la jambe solidaire, mais ces 2 jambes, elles marchent ensemble, vous voyez. Et s'il y en a une qui est plus musclée que l'autre, ça pose un problème parce qu'on ne peut plus avancer. Et puis il y a une 3e jambe, il faut s'imaginer un animal à 3 jambes, c'est la démocratie, c'est la gouvernance démocratique. Économie, efficacité économique, solidarité sociale, gouvernance démocratique, et tout ça, en quelque sorte, de manière consubstantielle. C'est-à-dire que la solidarité ou la démocratie ne sont pas des saupoudrages qui doivent venir a posteriori de l'opération économique, c'est par design, c'est consubstantiel au travail du mutualisme. Comme je le disais tout à l'heure, des contrats non segmentants, non discriminants, le fait qu'on couvre des populations vulnérables. Si je sors du champ, chers amis, quelques instants, parce que ce sont nos cousins de la santé pour parler de la banque, c'est ce que fait le Crédit Mutuel, pardon, je refais une page de pub, mais c'est ce que fait le Crédit Mutuel pour les affections longue durée, quand on va accorder un prêt immobilier avec les mêmes politiques qu'une banque, qu'un emprunteur classique. Et donc je dirais que l'ambition d'un mutualiste ne doit pas être d'aller couvrir le petit risque, comme on le lit ou on le dit parfois, mais vraiment de protéger les populations vulnérables à égalité, de protéger celles qui sont plus éloignées de la santé, celles qui sont victimes des inégalités de santé. Et ces inégalités, elles sont en mouvement, elles se déplacent. Non seulement elles s'accroissent, mais elles changent de nature aussi. Et donc il faut être capable de s'adapter à ça. Et le casse-tête, c'est justement de construire un modèle économique qui fonctionne pour être solidaire par design et pour être démocratique par design. Donc c'est dur d'être mutualiste. C'est dur. Donc bravo pour ça déjà, parce que je trouve que c'est plus simple de raisonner dans le monde de l'État, dans le monde de la puissance publique, où il y a des fins,
et on positionne des moyens pour atteindre des fins. C'est plus simple aussi de raisonner dans le monde de la rentabilité à court terme et des trimestres, où on sait que de toute façon, on a une batterie d'indicateurs financiers et qu'il n'y a que ça qui compte. Non, vous avez fait le choix de la complexité. Vous avez fait le choix d'essayer de tenir ensemble des dimensions qui tiennent difficilement ensemble et qui tiennent de plus en plus difficilement ensemble après 40 années de capitalisme financier où on a tout fait pour faire divorcer justement l'économie, la solidarité et la démocratie. Et donc rien que ça, ça mérite d'être salué et ça mérite d'être applaudi. Alors, vous vous doutez bien que si je commence par quelques compliments, c'est que je vais aussi être un peu rugueux. Est-ce que cette troisième voie est toujours aussi différenciante qu'elle l'a été par le passé? Est-ce que, à vouloir courir tous les lièvres, on ne prend pas le risque d'être mièvre? Mièvrement démocrate, mièvrement efficace et mièvrement solidaire. Est-ce qu'on ne risque pas, à vouloir courir tous les lièvres, d'adopter les travers des autres mondes, de ceux contre lesquels ou à côté desquels on s'est construit? Est-ce qu'on ne risque pas une bureaucratisation comme on le voit aujourd'hui dans une partie de l'État ou de la puissance publique? Est-ce qu'on ne risque pas un discours obnubilé par la croissance, la performance financière, la consolidation, comme on le voit aujourd'hui dans les entreprises du capitalisme financier? Est-ce qu'on ne risque pas, à vouloir courir tous les lièvres, une crise de lisibilité du modèle? Ce sont des questions que je vous pose, que je mets dans le débat, et auxquelles il est, à mon avis, facile de répondre par une salve d'avenir. C'était une expression de René Char. René Char a cette très belle phrase dans un de ses poèmes en prose. Il dit « Face à l'effondrement des preuves, le poète répond par une salve d'avenir ». Eh bien, je crois qu'il revient aux mutualistes de répondre aussi par une salve d'avenir. Et c'est l'objet de mon deuxième point. Mutualité et révolution industrielle. Regardez à quel point le mutualisme a été plastique. Regardez à quel point il s'est adapté aux différentes révolutions économiques et politiques qui ont jalonné notre histoire depuis 177 ans. 1848, c'est la création des premières pharmacies mutualistes à Lyon par les canuts en pleine révolte ouvrière. 1910, c'est la clinique mutualiste de Montpellier, qui est encore active aujourd'hui. Et 1945, nouveau moment dans l'histoire du mutualisme. C'est intéressant d'ailleurs, 1940. On a une première vague d'histoire du mutualisme qui va des années 1840 à la Seconde Guerre mondiale. Et puis on a une deuxième vague après 1945. 1945, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire c'est le triomphe du mutualisme, mais ce triomphe aurait pu emporter sa disparition. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, telle qu'elle a été imaginée par des gens comme Pierre Laroque ou Ambroise Croizat, en fait, elle s'inspire du mutualisme. Elle recherche efficacité, solidarité, démocratie. Sauf qu'elle le généralise à l'ensemble des actifs cotisants, des salariés d'une société. Il n'y a plus de segmentation par corporation, par métier, par zone géographique, par bassin d'emploi. Mais si le projet de la Sécu, tel qu'il avait été imaginé par ses fondateurs, était allé jusqu'au bout, le mutualisme aurait disparu. On aurait acté le fait que, très bien, on a transmis le flambeau à ce grand appareil public de redistribution qui s'appelle la sécurité sociale, qui est indissolublement économique, démocratique et sociale. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Le projet de la sécurité sociale, je vous rappelle que dans les caisses de sécurité sociale devaient être élus des représentants à la fois des organisations syndicales et des organisations patronales. C'était un projet démocratique. Depuis quand il n'y a pas eu d'élection dans les caisses de sécurité sociale, vous le savez? Depuis plus de 50 ans. Donc c'est plus un projet démocratique, je suis désolé de le dire, je mets un peu les pieds dans le plat. C'est un projet technocratique. Et c'est une telle complexité, ce sont de telles masses financières qui sont administrées qu'il est très difficile, à part une petite élite
une petite caste de technocrates de comprendre ce qui se joue. Et donc, on a perdu la sève démocratique qui animait ce projet de la sécurité sociale. Donc moi, je le dis vraiment par conviction, je ne serai pas là ici de toute façon. Quand j'entends grande sécu, j'ai envie de sortir mon revolver. Enfin, un pistolet à eau, pardon, parce que pas de violence. Et vous voyez bien que la mutualité s'est réinventée en 1945. Je disais, elle aurait pu disparaître. En fait, elle s'est réinventée. Pourquoi est-ce qu'elle s'est réinventée? Parce qu'elle est allée sur des terrains complémentaires. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression de petit risque. D'abord parce que, comme tu l'as magnifiquement écrit, Stéphane, dans ton livre, il n'y a pas de petits et de grands risques. Les petits risques d'aujourd'hui sont parfois les grands risques de demain. Hein. Comme les petits cailloux font les grandes rivières, malheureusement, les petits risques peuvent faire les graves maladies ou les graves difficultés de la vie. Donc, il n'y a pas de petits risques. Et surtout, moi, je refuse que les mutuelles soient réduites au rang de gestionnaires du petit risque ou de la prise en charge de remboursement du régime général qui sont en voie d'érosion. Je refuse, en d'autres termes, qu'elles soient prises en étau entre l'enclume d'un système public qui est de plus en plus difficile à financer et qui traverse des turbulences que vous connaissez tous, et le marteau d'un système privé qui est de plus en plus agressif sur le plan concurrentiel et qui est de plus en plus aussi, disons-le, capitaliste au sens vraiment de la performance financière, de la performance boursière. Et donc pour sortir de cette posture, il ne faut pas que la troisième voie devienne la noisette, en quelque sorte, entre les deux étaux ou entre le marteau et l'enclume. Et donc pour sortir de cet étau, il faut tirer une salve d'avenir, c'est-à-dire qu'il faut avancer et il faut même marcher devant les autres. Et ça tombe bien, chers amis, parce qu'il me semble que nous sommes confrontés à une nouvelle révolution industrielle et sociale, puisque toute révolution industrielle est aussi une révolution sociale. Durkheim, le fondateur de la sociologie, l'avait bien compris, qui disait que la nouvelle division sociale du travail, des sociétés complexes, était liée au travail industriel et à l'émergence de l'usine. Eh bien aujourd'hui, nous faisons face à une révolution d'une ampleur que vous ne soupçonnez pas encore, que nous ne soupçonnons pas encore, parce que nous n'en sommes qu'au début. Cette révolution industrielle, elle a une forte dimension environnementale. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans La Révolution obligée. La transition environnementale, ce n'est pas simplement l'idée que nous allons vers un monde difficilement habitable, mais c'est aussi l'idée que nous devons transformer en profondeur nos économies, nos façons de produire, si nous voulons nous adapter et si nous voulons préserver l'habitabilité du monde et préserver une vie en commun. L'intelligence artificielle, vous voyez chaque jour une annonce, une disruption technologique. Elle a conquis le monde en B2C, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en quelques mois, 500 millions de personnes se sont mises à utiliser les interfaces des Large Language Models, des modèles de langue, ChatGPT, Claude, Mistral pour les Français, le chat. Eh bien, ce n'est que le début, parce que cette intelligence artificielle va arriver dans les entreprises, sous la forme notamment des agents, et les entreprises d'assurance sont en première ligne de cette révolution qu'on appelle l'agentique, c'est-à-dire des modules d'intelligence artificielle capables d'exécuter de manière autonome des tâches complexes. Ça pose des défis vertigineux. Qu'est-ce que c'est que la relation entre un humain et un agent? Quel va être demain le travail d'un manager qui aura à la fois des collaborateurs humains et des agents? Comment réhumaniser les tâches un peu répétitives qui vont demain être exécutées par de l'intelligence artificielle? Comment ne pas envoyer au tapis des métiers, des représentations, des visions qui sont aujourd'hui menacées par la machine? Ça pose des défis absolument cruciaux. Et vous voyez bien que nous n'avons pas encore écrit le grand récit mutualiste de cette nouvelle révolution industrielle. C'est normal. Elle est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est comme une pièce de théâtre. Nous en sommes les témoins. Nous pouvons en être les acteurs. Nous avons un acte chaque jour, ou presque, chaque année. Et il faut maintenant que nous fassions un effort de recul pour essayer d'assembler les pièces du puzzle et de dessiner ce grand récit mutualiste. Alors, il me reste quelques minutes, une quinzaine de minutes.
Je vais essayer de donner quelques réflexions sur ce que pourrait être ce grand récit mutualiste. Je pense que, d'abord, il faut toujours partir d'une analyse de ce que c'est que cette révolution industrielle. Parce que c'est dans ce contexte qu'est né le mutualisme et c'est dans ce contexte qu'il va renaître de ses cendres. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est à l'offensive sur l'intelligence artificielle. C'est ce que Giuliano d'Empoli a appelé les prédateurs, qui sont les grandes entreprises qui financent, investissent, innovent dans l'intelligence artificielle. C'est Google, c'est Meta, Facebook, c'est Microsoft, c'est Amazon, c'est Nvidia, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les Magnificent Seven, c'est-à-dire les 7 magnifiques, dont la capitalisation boursière dépasse le PIB de la moitié des pays de l'Union européenne. Ces entreprises, ce sont des entreprises ultra-capitalistes, totalement financiarisées, obnubilées par la rentabilité à court terme, et qui sont dans un ethos. Alors il y a des nuances importantes, il ne faudrait pas toutes les mettre dans le même panier, parce que les fondateurs et les dirigeants de ces entreprises ont des visions parfois différentes du monde, mais je les rangerais plutôt dans le camp transhumaniste, de la recherche d'une société, au fond, où l'humanisme n'est plus la boussole, où l'humanisme n'est plus le cœur du réacteur. Pour tout vous dire, je trouve sidérant que nous ne soyons pas capables d'opposer à ce récit-là, qui est un récit assez largement prédateur, un récit humaniste et un récit mutualiste. Il y a une façon mutualiste de faire de la technologie, il y a une façon mutualiste d'innover, y compris dans l'intelligence artificielle. D'abord dans vos structures. Je vais vous donner 2 exemples très concrets, parce qu'il faut aussi aujourd'hui être concret et pas simplement se contenter de propos généraux. La plupart des entreprises qui aujourd'hui adoptent l'intelligence artificielle le font pour une seule raison, réduire les coûts et supprimer des emplois humains. C'est la première raison qui pousse aujourd'hui les entreprises à adopter l'intelligence artificielle, à adopter des modules d'intelligence artificielle dans leurs entreprises. Je suis persuadé que les entreprises mutualistes peuvent innover en proposant un contrat d'adoption de l'intelligence artificielle dans leur structure qui repose sur un partage des gains entre une légitime recherche d'efficience, après tout, c'est normal de vouloir être efficient, Eric, tu le répètes assez souvent, mais aussi une élimination des irritants, une réhumanisation du travail, une réinvention des façons d'être ensemble et de collaborer. Et oui, dans certains usages et dans certains cas, l'intelligence artificielle permet de faire ça. Vous êtes à la tête, ou vous êtes des militants du monde mutualiste, vous travaillez au contact de mutuelles, dans le monde de l'assurance, dans le monde de la protection sociale, dans le monde de la santé. Et donc une grande partie de ce que vous manipulez dans la journée, c'est de l'information. Les mutuelles, les assurances, les banques sont des usines d'information. Vous êtes au contact de l'humain, mais vous avez aussi beaucoup d'informations, vous traitez beaucoup d'informations, et donc vous pouvez être pionnier et vous pouvez innover en la matière. Et je sais qu'il y a des projets extrêmement intéressants dans la mutualité française et chez les cousins. Je pense à la convention salariée qu'a lancée la Maïf sur l'intelligence artificielle. Je pense à l'initiative éthique IA. Il y a des initiatives, il y a des innovateurs. Il faut leur donner de la visibilité et surtout, il faut accélérer sur ce sujet parce que la technologie n'est pas un gadget, c'est en train de devenir le moteur de notre nouvelle révolution industrielle et ne pas se l'approprier, ne pas lui donner un socle éthique, social, un contenu politique, j'ose le mot, c'est prendre le risque de se retrouver du mauvais côté du manche, c'est-à-dire durablement déclassé, broyé, exploité, exactement comme l'auraient été les ouvriers au XIXe siècle, les canuts qui ont monté la pharmacie mutualiste,
s'ils n'avaient pas décidé de se prendre en main, s'ils ne s'étaient pas dit « nous allons nous organiser dans des sociétés de secours mutuels pour nous protéger contre les risques, contre les exploitations, contre les difficultés qui nous sont imposées dans cette révolution industrielle ». Je pense qu'il faut que nous collions à ce que nous avons sous les yeux. Peggy disait « il faut voir ce que l'on voit ». Nous devons coller à cette révolution industrielle et pas nous référer seulement aux modèles et aux paradigmes du monde d'hier. Deuxième axe d'avenir, à mon avis, c'est le continuum, selon moi, à établir entre la santé, l'environnement et le travail. Je pense que nous vivons dans un monde où la santé humaine, la santé des sociétés et la santé des écosystèmes tendent à ne faire plus qu'un. On parle souvent à ce propos de santé globale. Je pense que nous vivons dans un monde où il faut être capable de protéger tout au long de la vie contre des risques qui sont de plus en plus polymorphes et de plus en plus variés. Et je pense que nous entrons dans un monde où la prévention va être le cœur du réacteur. Et donc, les mutuelles ne sont déjà plus un simple guichet de remboursement ou de tiers payant, de prise en charge de prestations de santé, mais elles doivent devenir un véritable compagnon de parcours de vie, capable de conjuguer santé, travail et environnement, de la crèche, du berceau, jusqu'au tombeau, jusqu'aux obsèques. Et ça, c'est absolument fondamental. On passe du remboursement à l'accompagnement. On devient un acteur préventif, proactif, qui agit le plus possible avant que les problèmes ne surviennent. Et de ce point de vue-là, je vous invite vraiment à prêter une grande attention à ce continuum entre santé, travail et environnement. Parce que tout est lié. Nous sommes dans le monde des interdépendances. Et donc, plutôt que de proposer des solutions isolées, la prévoyance ici, l'optique là, l'aide aux aidants ailleurs, il faut accompagner des parcours de vie en les lissant, en les protégeant contre les heurts, contre les accidents, contre les discontinuités, dans une logique multi-équipement, multi-produits, avec de l'assurance, de la prévention, de la prévoyance, de l'épargne retraite, de l'accompagnement aux jeunes enfants, de l'accompagnement à la dépendance. Et il y a dans vos structures, on le voit au sein du groupe Vive, des petits cailloux qui sont semés et qui sont, à mon avis, extrêmement intéressants pour l'avenir. Mieux vaut prévenir une maladie chronique que rembourser 30 ans de soins lourds. C'est aussi dans l'intérêt de l'État et de la sécurité sociale. Mieux vaut désamorcer un petit risque avant qu'il ne devienne une grande maladie. Mieux vaut soutenir un retour au travail que de financer des arrêts longue maladie. Et mieux vaut aussi accompagner la dépendance et le vieillissement avec des parcours de vie sensibles, plutôt que d'attendre une première chute, l'expérience douloureuse des urgences, une deuxième chute, et puis l'hospitalisation dans un EHPAD où on finit sa vie parfois dans des conditions difficiles. Non, il faut penser des parcours, il faut penser en termes de parcours. Et les mutuelles dont je rêve pour demain, ce sont des accompagnants, ce sont des copilotes qui accompagnent ces parcours de vie. Je vais vous dire un mot sur les retraites. Et je vais le faire de manière très personnelle. Je pense que, vous voyez, la France en 2023 s'est déchirée autour de la réforme des retraites. Tous les 5 ans, on a un débat public assez désagréable sur le thème les Français ne travaillent pas assez, il faut reculer l'âge de départ à la retraite parce que notre système est déséquilibré financièrement. Est-ce que notre système est déséquilibré financièrement? Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les cotisations retraite, c'est 240 milliards d'euros par an. Les pensions qui sont liquidées, c'est 380 milliards d'euros par an. Il y a une différence de 140 milliards qui est prise en charge par la solidarité nationale, par l'impôt, par la contribution d'autres régimes de sécurité sociale. Donc,
notre régime, ayant au moins l'honnêteté et le courage de le dire, il n'est plus strictement par répartition au sens de salariés cotisants qui cotisent pour des retraités. Il y a une contribution de solidarité nationale, d'impôts et donc d'endettement, puisque nos finances publiques ne sont pas à l'équilibre. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que pendant ce débat et ce moment très désagréable de la réforme des retraites, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Laurent Berger à plusieurs reprises, on n'a entendu que deux voix. On a entendu la voix, on va dire, de la technocratie d'État, de la raison financière qui nous disait « le régime est déséquilibré, il faut reculer l'âge de départ à la retraite », sans prendre en compte ce que ça pouvait représenter pour des gens qui étaient près de la retraite, qui avaient une vie professionnelle difficile, sans sensibilité et sans humanité d'une certaine manière. Et puis en face, on avait quand même aussi un monde qui nous disait « tout va bien Madame la Marquise, le corps a dit que tout était à l'équilibre et que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Eh bien moi j'ai regretté qu'on n'entende pas cette troisième voie mutualiste. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on peut demain rêver à un système dans lequel on a un socle fort de financement des retraites par répartition, parce que c'est notre contrat social et nous y sommes attachés, mais nous pourrions imaginer des compléments mutualistes. Et là, vous voyez bien que la capitalisation n'est pas la capitalisation financière qui vient financer des fonds de pension. Cette capitalisation sert à financer une économie de l'impact. Elle sert à financer une économie soucieuse de l'environnement. Elle sert à financer la solidarité. Elle sert à financer la réindustrialisation, pourquoi pas. Ouvrons ce débat. Moi, je pense que ça peut être une piste d'avenir. Je sais que c'est un sujet qui divise, mais on n'est pas là que pour se dire des choses consensuelles. Ouvrons ce débat. Je pense que c'est une piste extrêmement intéressante pour le mutualisme de demain. Moi, je considère que la retraite par répartition, il faut la sauver. Une forme de complément mutualiste, ça reste dans le domaine de l'intérêt général et du bien commun. L'État, ou ses appareils, puisque la sécurité sociale, je sais bien que historiquement elle est paritaire, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même très technocratique. L'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. L'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Alors, il me reste 2 minutes 30 et j'avais à peu près 50 choses à vous dire encore. Donc je vais essayer d'être extrêmement concis. L'engagement. Je voulais vous dire un mot de l'engagement parce que vous voyez bien que votre modèle repose sur la militance et sur l'engagement. Toutes les organisations collectives de la militance et de l'engagement, qu'il s'agisse des partis politiques ou des syndicats, font le même constat. Nos militants vieillissent. C'est de plus en plus difficile de recruter des jeunes extrêmement engagés. Et c'est des formes d'engagement qui sont un peu différentes, un peu plus discontinues. On donne un peu de son temps à un moment précis, dans un sprint, et puis on se désengage, et puis on revient. Et on n'est plus dans cet engagement traditionnel qu'on avait à l'époque de la section du Parti communiste ou de la CGT, où on donnait sa vie au parti et aux syndicats. On peut le déplorer. Je pense qu'il faut surtout constater que les formes d'engagement traditionnelles ont changé et que désormais, il faut trouver un nouveau paradigme de l'engagement. Et ce nouveau paradigme de l'engagement, il y a un médecin que j'aime beaucoup, que les élus de la MGEN connaissent bien, qui est le docteur Martial Jardel. Martial Jardel, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un médecin qui est à Agen. Alors, ce n'est pas Agen A-G-E-N, c'est Agen A-J-A-I-N. Est-ce que vous connaissiez Agen A-J-A-I-N? Non. C'est un village de 1000 habitants à peu près, dans la Creuse. Désert médical absolu, catastrophe, il n'y avait plus de médecins depuis 2 ans. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des applaudissements. Peut-être. Ah, il y a des Creusois, alors vive la Creuse. Voilà. Et Martial Jardel, avec la complicité des collectivités locales, de l'Agence régionale de santé, il a inventé une association qui s'appelle Médecins Solidaires. Et le principe de cette association est extrêmement intéressant, c'est de dire le mode d'engagement a changé. Au lieu de demander beaucoup à peu, on va demander peu à beaucoup.
Et donc, il a organisé au départ de manière assez informelle sur une boucle WhatsApp 50 médecins généralistes en disant il y a une rupture totale de la continuité des soins sur ce territoire. Est-ce qu'on peut, à 50 médecins, venir chacun une semaine par an pour assurer la permanence des soins sur un territoire qui est pire qu'un désert médical, un désastre médical. Et petit à petit, ils ont inventé une formule. Alors ça s'est enrichi ensuite, c'est devenu un centre de santé solidaire où il y a des médecins, des infirmiers, des assistants médicaux. Ils ont inventé des nouvelles façons de gérer le dossier médical du patient. Donc ils ont exploré, ils ont défriché des solutions. Mais le message que je voulais vous passer, c'est que je crois qu'il faut fondamentalement se dire qu'au lieu de demander beaucoup à peu, à des militants qui du coup sont épuisés, se plaignent de la charge excessive qui pèse sur leurs épaules, il faut trouver des modes d'engagement plus ponctuels, mais pour beaucoup. Renouons avec les masses, renouons avec la possibilité de demander un peu à beaucoup de gens, et vous allez voir qu'en termes d'organisation, on va gagner en efficacité. Je termine en 30 secondes. 177 ans de fidélité au bien commun, 35 millions de protégés, 500 mutuelles, 35 milliards d'euros gérés, 81% redistribués. Franchement, je rejoins Léopold Mabillot, que tu dois bien connaître, cher Eric, figure que tu dois bien connaître, quand il disait « Le mutualisme, ça n'est pas une idée, c'est du concret. Hein, on n'est pas dans le monde des débats de salon, on est dans le concret et dans la vie des gens. C'est un courage, celui d'agir autrement quand tout pousse à renoncer. Tous les voyants sont au vert. Chers amis, allons-y. » Merci David Jaïs pour votre témoignage éclairé.